Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaumat et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission sur l'idéologie. L'idéologie est une notion très mal connue ou qui fait l'objet de très mauvaises informations. Disons que, étant donné l'actualité, cette actualité présente où Chypre se trouve avoir un système bancaire qui occasionne des rêves ou des cauchemars à certains, eh bien, on peut dire que l'idée de faillite bancaire peut être considérée comme une idée. Ce qui me semble caractéristique de cette histoire, c'est qu'on est en pleine violation de tous les principes juridiques. On a effectivement une taxation rétroactive qui apparaît même aux Français habitués à un pillage esclavagiste à 57% comme un vol pur et simple. Et ça me rappelle tout à fait l'attitude de cet ancien réchauffiste en chef qui était le sinistre Chris Huhne en Grande-Bretagne et qui vient de se faire condamner à 3 ans de prison pour fausse déclaration dans une procédure judiciaire et qui montre vraiment qu'on est dirigé par des gens sans principe. L'expression française consacrée, c'est gens sans scrupules, mais sans scrupules, ça pourrait supposer qu'ils aient quand même des principes et que ces principes s'arrêtent là où le scrupule commence. Mais on est vraiment dirigé par des gens qui sont prêts à tout. Et bien entendu, comme le disait Ayn Rand dans son texte sur l'extrémisme, que j'ai fini par traduire au bout de nombreuses années, on dirait vraiment que l'idée de nos dirigeants, c'est surtout de ne pas réfléchir à ce qu'ils font, ni aux raisons pour lesquelles ils font ce qu'ils font. C'est aussi qu'on est dans une expérience, qu'ils ne maîtrisent pas l'expérience dans laquelle ils se trouvent, l'expérience du l'euro, oui. Et ils essaient, ou ils donnent l'impression de vouloir parer au plus pressé, quitte à mettre un scrupule sous la mer. Mais justement, cette idée d'expérience, on sait que l'euro a été imposé par Mitterrand pour empêcher le mark de devenir la monnaie dominante en Europe. Donc c'était purement un expédient politicien de mauvaise mal inspiré, tout à fait comparable à ce que Mitterrand a fait au Rwanda ou en Bosnie-Herzégovine, c'est-à-dire la complicité avec les génocideurs. Et on a vraiment l'impression que pour ces gens-là, il n'existe pas de principe. On a trouvé des soi-disant économistes monétaires pour rationaliser l'euro, mais ces gens-là, on les avait payés pour rationaliser l'euro. Ça ne fait absolument aucun doute. Et c'est pas du tout pour des raisons de principe qu'on nous a imposé l'euro. Quant à savoir ce que valent les conseils qu'il donne, il y a beaucoup à dire sur le sujet. Mais tout cela nous éloigne un petit peu. Comme le disait Ayn Rand, dans la pseudo-démocratie socialiste, enfin, ce qu'elle appelait le socialisme, ou l'économie mixte, il faut surtout pas identifier les principes au nom desquels on agit, parce qu'on agit au nom de principes contradictoires. Et si résolu qu'on soit à en faire subir les conséquences aux autres, on ne peut quand même pas méconnaître qu'essayer d'aller à la fois vers Brest et vers Strasbourg quand on est à Paris, c'est une démarche qui ne peut mener nulle part.
Donc il faut surtout la pseudo-démocratie socialiste, l'économie qui mélange le socialisme et son contraire de façon inextricable, semble complètement intolérante à l'idée de se voir interroger sur les principes au nom desquels elle opère. Alors évidemment, nous sommes quand même, elle a quand même inventé force anti-concept pour rationaliser son pouvoir. Ces anti-concepts, non seulement elle utilise des anciens, mais elle en a inventé des nouveaux, comme le prétendu développement durable, qui n'existait pas à l'époque où on nous parlait de justice sociale. Donc la pseudo-démocratie socialiste a effectivement ses idoles grimaçantes, au nom desquelles elle nous opprime, mais en même temps elle sait très bien que ces idoles sont des faux dieux. Elle le sait parfaitement, et celui qui s'interroge sur la validité de ces idoles la lance dans des accès de colère et de rage envers ces extrémistes qui osent poser des questions. Donc la qualification d'idéologue est aujourd'hui à peu près complètement péjorative. Elle désigne essentiellement les gens dont on ne partage pas la philosophie politique, et bien entendu il n'est pas inintéressant, étant donné que l'idéologue semble être l'ennemi de la pseudo-démocratie socialiste, d'examiner l'origine du mot et ce qu'il y a lieu d'en penser. Déjà, on peut s'interroger sur l'idéologue. L'idéologie est un mot récent à l'échelle de l'histoire, puisqu'il va être introduit par Condillac au début du XVIIIe siècle et qu'il va être repris quelque temps plus tard par Destutt de Tracy, qui va publier des éléments d'idéologie. Exactement, et sur quoi il va de son côté développer l'idéologie. C'est la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, puisqu'il il mourra après la révolution de 1830. Mais il a eu un certain rôle essentiellement sous le Directoire. Le Directoire, c'est octobre 1795, novembre 1799, c'est une période qui succède presque immédiatement à la Terreur. C'est une période où des dirigeants de fait essayent de calmer les choses, de liquider l'héritage de la Terreur sans pour autant complètement mettre fin à celui de la Révolution. Et ce que Napoléon appellera les idéologues à partir du livre d'Antoine Destutt de Tracy, ce sera un certain nombre d'intellectuels de l'époque qui comportent Cabanis, qui comportent Destutt de Tracy, auxquels on peut associer, parce qu'ils se feront parler d'eux plus tard, mais il est fréquent des gens comme Jean-Baptiste Say et Benjamin Constant, qui seront l'un le meilleur économiste de son époque et l'autre un théoricien qui essaiera de sauver ce qu'il y a à sauver dans les idées de la Révolution, et qui sera associé éventuellement à Madame de Staël et à ce qu'on appelle le groupe de Coppet, qui n'est pas d'idées directrices dans le groupe de Coppet. Donc à l'époque du Directoire, il existe un certain nombre d'intellectuels qui essayent de sauver l'héritage de la révolution, l'héritage moral de la Révolution française, et qui s'associent qui essayent
de s'associer avec un général qui s'appelle Bonaparte, et Bonaparte qui va les fréquenter jusqu'au moment du 18 Brumaire, le coup d'État du 18 Brumaire, où il prend le pouvoir, où il devient effectivement un dictateur avant de se faire couronner empereur quelques années plus tard. Et les idéologues, le mot idéologue apparaît lorsque Napoléon, avec qui ils ont pris leur distance, qu'ils dénoncent pour avoir trahi les idéaux de la Révolution, les accuse finalement d'être des songes creux, d'être des philosophes factieux et dangereux pour l'ordre social, ce qui constitue d'ailleurs en soi un aveu du fait qu'il a bien l'intention de fouler aux pieds ces droits de l'homme que les idéologues lui opposaient. Alors les idéologues ayant été proches du pouvoir sous le Directoire, il va les ménager, il va les neutraliser en les pensionnant, en leur donnant des places. Pour sa part, Jean-Baptiste Say, qui ne pourra pas publier son traité d'économie politique en France, mais seulement aux États-Unis jusqu'à la chute de l'Empire, va devenir un entrepreneur. Il va devenir un entrepreneur tout en restant le meilleur économiste de son époque. Et quant à Benjamin Constant, il va écrire une rationalisation des raisons pour lesquelles la Révolution a échoué. Il s'appellera De la liberté des anciens comparée à celle des modernes, en affirmant, à tort ou à raison, que la liberté contemporaine, c'est la liberté de l'individu, mais non pas la liberté de la cité. L'idée de sacrifier des droits individuels au bien de la cité, c'est une idée ancienne qui est devenue barbare et qui, par conséquent doit s'effacer à l'époque moderne. Il ne faut pas oublier que les libéraux du début du XIXe siècle inventent, reconnaissent l'existence d'une classe productive sur le dos de laquelle vit une classe exploiteuse. C'est eux qui ont inventé la lutte des classes, que Marx ne fera que dénaturer et brouiller complètement, parce qu'on ne saura jamais très bien ce qu'il entendait par classe. Mais la notion de lutte des classes par Marx a l'intérêt d'attirer notre attention sur sur le procédé fondamental de disqualification de ses adversaires qui caractérise le marxisme et qui sera utilisé contre tous les ennemis du marxisme, démasquant la nature idéologique de ces critiques, parce que Marx prétendra que les individus sont strictement déterminés par leur position sociale et que par conséquent la pensée n'est qu'une émanation déterministe de cette position sociale. Mais je dirais le mot idéologie, nous l'avons surtout rencontré, disons, à la fin du XXe siècle, chez des gens qui avaient retourné finalement le mot d'idéologie inventé par Napoléon et propagé par Marx, contre le marxisme-léninisme, contre le monde parallèle inventé, dressé et propagé par la propagande communiste, pour dénoncer le vide de cette propagande, le fait qu'elle ne correspondait pas à la réalité. Alors, de ce point de vue-là, nous sommes habitués à considérer
l'idéologie, non pas seulement comme la philosophie politique de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais comme des idées qui sont complètement détachées de la réalité. Et en l'occurrence, en ce qui concerne ce qu'on a appelé l'idéologie communiste, eh bien, c'est une métaphysique fausse, celle des matérialismes dialectiques, qui conduit à interpréter les événements d'un point de vue strictement déterministe et en même temps d'un point de vue qui se veut prophétique, qui prétend que l'histoire suit inéluctablement un cours qui est prédéterminé, et que Marx et ses sectateurs ont correctement prédit le cours de cette histoire, et par conséquent, et c'est dans le cadre de cette métaphysique fausse induisant un aveuglement face aux faits que Marx, je dirais, a inventé ce que j'appellerais la mauvaise foi de combat, et qui consiste à disqualifier tous ces critiques sous prétexte de leur origine de classe. En effet, le matérialisme dialectique prétend prédire qu'au capitalisme triomphant succédera nécessairement le socialisme, c'est-à-dire le communisme, parce qu'à l'époque on ne fait pas la distinction, et que ce socialisme sera dû à l'effondrement nécessaire du capitalisme, qui est dû aux lois de son évolution, aux lois inéluctables de son évolution. Cette idée de loi inéluctable de l'évolution capitaliste, d'ailleurs, Marx empruntait à Ricardo, qui faisait ce que nous avons dénoncé à plusieurs reprises sans le savoir. Il faisait de la macroéconomie comme M. Jourdain faisait de la prose, et une macroéconomie déterministe. Si on en croit Rothbard, dans son histoire des idées économiques, Ricardo avait, paraît-il, inventé une théorie indiquant comment la répartition des revenus entre les propriétaires du sol, les capitalistes et les salariés devait nécessairement se faire, et il prétendait que la rémunération des capitalistes allait disparaître. Il prétendait que l'accumulation du capital cesserait. Toutes sortes d'affirmations tout aussi ridicules que les prédictions de Malthus. Nous devons malheureusement sans arrêt combattre les successeurs aujourd'hui sous la forme de l'écologie, et qui était déjà fausse à l'époque. Je voudrais rappeler d'ailleurs sur ce point que Frédéric Bastiat, quand il avait publié Les Harmonies économiques en 1850, avait reçu un accueil assez froid de ses collègues, justement parce que, comme nous, mais bien avant nous, il disait que Malthus s'était trompé, que Ricardo s'était trompé, et que, bon, je ne crois pas qu'il s'en prenait à Bentham. Comme on l'a dit à propos du pseudo-universalisme, on comprend qu'un mouvement libéral qui charriait, qui en même temps que les idées du libéralisme héritées de l'école de Salamanque, des idées aussi absurdes que celles de Bentham, de Malthus et de Ricardo, sans parler des idées de la valeur du travail qu'on doit à Adam Smith, une idée, un mouvement libéral qui charriait ses erreurs en même temps que la philosophie politique de la propriété naturelle. Ce mouvement libéral, les porteurs d'une philosophie plus réaliste,
comme l'Église catholique, pouvaient effectivement avoir des raisons de s'y opposer. Bien entendu, la censure, la disqualification que Marx portait contre ses adversaires, à savoir leur origine de classe, fondée sur leur origine de classe plutôt, cette disqualification était tout à fait sophistique dans la mesure où lui-même, tous les idéologues du socialisme et tous les idéologues du marxisme étaient d'origine bourgeoise. Le mouvement marxiste n'est pas du tout un mouvement sorti du mouvement ouvrier, ce sont des bourgeois qui ont inventé cette idée absurde. Par ailleurs, il y a effectivement quelque chose de vrai dans l'idée marxiste, comme quoi la situation sociale influence les opinions politiques, puisqu'on est bien obligé d'observer que 90% des gens qui défendent le socialisme sont des parasites socio-institutionnels, c'est-à-dire des receleurs du pillage esclavagiste marxiste, du pillage esclavagiste socialiste. Et la théorie économique peut d'ailleurs rendre compte de cette manière dont la situation sociale affecte la conscience des problèmes économiques. En faisant des recherches sur Marx, j'ai relu le socialisme de Ludwig von Mises. Ludwig von Mises fournit des explications pour lesquelles les gens ne comprennent pas le fonctionnement de l'économie de marché et pourquoi les gens croient que le socialisme est plausible. Donc même Ludwig von Mises, tout en dénonçant le caractère sophistique de la disqualification marxiste, la mauvaise foi de combat, qui est une variante du sophisme ad hominem et qui consiste à disqualifier absolument tout ce que dit le contradicteur parce qu'il est ce qu'il est, et non pas en raison d'une comparaison entre ce qu'il dit et les faits de la réalité. Ludwig von Mises, bien entendu en réfutant la mauvaise foi de combat qui est celle du marxisme, qui a ses adeptes encore aujourd'hui, notamment chez les inventeurs de l'homophobie, de l'islamophobie et autres phobies qu'il s'agit de discréditer sans discuter des arguments mis en avant par leurs tenants. Donc, tout en dénonçant la mauvaise foi de combat qui caractérise le marxisme, eh bien, Ludwig von Mises essayait d'expliquer la mentalité des gens par leur situation sociale. Donc, il y a dans la falsification marxiste de la conscience de classe quelque chose qui n'est pas faux, quelque chose qui, mais à quelles conditions? C'est là qu'une analyse économique réaliste prend nécessairement le dessus sur l'argumentaire marxiste. D'abord, elle n'est pas déterministe. Cette explication n'est pas déterministe. Elle dit que les gens ont intérêt à s'informer sur certains faits et pas forcément sur d'autres, mais qui sont parfaitement libres de s'informer s'ils le veulent. Seulement, il faut qu'ils y trouvent un intérêt autre qu'immédiat. Deuxième condition, alors ça c'est l'affirmation du libre arbitre. Zolan a d'ailleurs écrit un article fondamental qui s'intitulait ultralibéral et infradéterministe pour rappeler quelle est la situation en la matière à propos du libre arbitre, le fait que le libéral affirme la liberté du choix de la pensée. Et la deuxième condition, c'est l'irresponsabilité. C'est-à-dire qu'on a une conscience de classe faussée quand on est dans une approche économique réaliste. On a une conscience de classe faussée quand on ne subit pas les conséquences de ces actes.
Alors, ça peut arriver dans des conditions de ce que j'ai appelé l'irresponsabilité contractuelle, c'est-à-dire dans les grandes entreprises, on ne comprend pas forcément le fonctionnement de l'ensemble. On ne comprend pas forcément comment l'entreprise s'insère dans le marché. On ne comprend pas forcément, par exemple, que celui qui paie en dernière analyse le salaire du travailleur, c'est le client de l'entreprise. On comprend d'autant moins qu'il y a des gens qui oublient que c'est le patron qui embauche et que c'est avec de l'épargne qu'on paie les salaires, de sorte que cette relation de dépendance entre l'emploi et l'acheteur final, elle est souvent surestimée par rapport justement à l'importance du capitaliste épargnant et de l'entrepreneur. Donc l'employé qui ne comprend pas très bien quel est son rôle en économie, il est victime de ce que j'ai appelé donc l'irresponsabilité contractuelle. Il tient au fait que dans une entreprise d'une certaine taille, ça commence assez tôt, eh bien l'employé a l'occasion de se servir d'un capital qui ne lui appartient pas, capitaux matériels, de machines. Aujourd'hui, ce serait les ordinateurs, mais ça pourrait aussi bien être un laminoir ou un tracteur, des machines qui ne lui appartiennent pas. Et par ailleurs, ils vend les services de son travail non pas directement au client, mais à son employeur. Et tout cela altère l'intérêt qu'il peut avoir à essayer de comprendre à quoi sert le produit de son travail et les raisons pour lesquelles l'employeur ne lui verse pas la totalité du prix que son travail vaut pour le client final. L'explication majeure étant aujourd'hui, bien entendu, les impôts que volent les hommes de l'État. Je dis ça pour rappeler qu'il existe une théorie de l'illusion fiscale, c'est-à-dire une théorie qui explique pourquoi les gens ont une fausse perception des enjeux politiques, et notamment des effets des politiques et des institutions, pour la seule raison qu'ils n'ont pas le pouvoir de décider en la matière, soit qu'ils aient abandonné ce pouvoir, soit qu'on le leur ait retiré par la force, et que cette impuissance et cette irresponsabilité altèrent leur perception, en modifiant l'intérêt qu'ils ont à s'informer sur les objets en question, sur les enjeux en question. Mais il y a une autre raison, évidemment, pour laquelle les gens ont une fausse conscience dans leur état social, ce sont les sophismes des mensonges des puissants. Lorsqu'on, bien entendu, on retrouve dans ce qu'on pourrait appeler une critique justifiée de l'idéologie, eh bien tous les mots vides de sens dont la caste exploiteuse se sert comme prétexte pour exploiter le peuple travailleur et producteur. J'ai parlé de la justice sociale, j'ai parlé du développement durable, il y a d'autres idoles de la pseudo-démocratie socialiste, comme ce que j'appelle la déesse baise irresponsable, à laquelle on fait des sacrifices humains, puisque non seulement l'avortement, les bébés avortés sont les sacrifiés humains de la déesse, mais une chose dont on parle assez rarement, mais à quoi je pense depuis le début, toutes les victimes du sida qui ont été contaminées parce que les hommes de l'État n'ont pas voulu appliquer le droit commun de la responsabilité civile et pénale à ceux qui transmettaient le sida par les voies non administratives. Tous ceux qui ont transmis le sida par des voies non administratives étaient, je dirais, justiciables au terme du droit civil et du droit pénal, puisque c'était des empoisonneurs, et qui a été poursuivi. Et les plus spectaculaires, ceux qui faisaient exprès de contaminer les autres.
Mais c'est toute contamination qui aurait dû être poursuivie à ce titre. Et tous les gens qui sont morts, ou qui sont aujourd'hui pratiquement infirmes, du fait de ces contaminations, sont à compter au nombre des sacrifices humains de la déesse Bèze irresponsable, une des idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste. Alors, évidemment, il y a aussi le prétendu antiracisme, c'est-à-dire une politique d'ordre moral imposée férocement, dont la vraie raison d'être est d'instituer une hiérarchie des races au sein de ceux qui prétendent encore s'autoriser de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc il y a toutes sortes d'idoles dont on pourrait éventuellement essayer de dresser une liste exhaustive, qui sont évidemment les manifestations concrètes de cette fausse religion qu'est le socialisme. Mais la raison pour laquelle le socialisme continue à s'imposer à nous, c'est parce que on refuse justement de réfléchir en termes de principe. On refuse de se donner les moyens intellectuels qui permettent de constater que le socialisme est criminel et qu'il ne peut que détruire. Or, le fait que le socialisme est criminel est constatable par un simple examen des actes qu'il recommande au titre de la philosophie morale, et en particulier de la philosophie politique, quant au fait que le socialisme est essentiellement destructeur, et comme nous l'avons montré avec la démonstration de Bitur-Camembert, destructeur de l'équivalent de la richesse dont il s'empare, cela se démontre par les mêmes moyens que le caractère criminel du socialisme, c'est-à-dire par des moyens de la philosophie, par des moyens qui prouvent a priori qui constatent, je dirais même a priori que la violence est destructrice, et qui prouvent a priori que le socialisme ne peut que détruire tout ce qu'il touche. C'est une démonstration logique. Or, ce que nous avons dans l'accusation d'idéologie qui est aujourd'hui portée contre les libéraux, eh bien c'est un refus systématique de reconnaître comme valides les moyens de preuve qui permettent de prouver le caractère criminel du socialisme et le fait qu'il doit nécessairement détruire toutes les richesses dont il s'empare. Ou plutôt l'équivalent des richesses dont il s'empare, puisque justement, dans une certaine mesure, si vous n'avez les yeux rivés sur les richesses spécifiques dont il s'empare, vous n'allez pas voir la plus grande partie de la destruction qui résulte de la politisation de la société. Donc, il y a vis-à-vis de l'idéologie une critique qui est fausse. De même qu'il y a une critique qui est vraie, et qui désigne toutes les fausses philosophies détachées de la réalité, parce que les mots dont elles se servent n'ont pas de sens identifié. Même la notion de classe chez Marx n'a pas de sens identifiable, et si on cherche dans ses écrits une définition stable, on ne la trouvera pas. À certains égards, d'ailleurs, même le mot de capitalisme, c'est délibérément que Marx le falsifie, parce que, comme nous l'avons déjà dit à propos de la lutte des classes, le mot de capitalisme a deux sens chez Marx, et c'est une ambiguïté que ses successeurs ont soigneusement entretenue pour pouvoir continuer à condamner le capitalisme. Le capitalisme peut vouloir dire soit le principe de la propriété privée, c'est-à-dire l'interdiction de voler, soit les pratiques des gens qui se trouvent avoir de l'argent et qui peuvent parfaitement être des pratiques non seulement criminelles, mais criminelles au sens officiel, c'est-à-dire des pratiques qui sont illégales. C'est-à-dire que vous avez deux types de criminels parmi les capitalistes, ceux qui s'acoquinent avec les hommes de l'État,
qui réclament et obtiennent des privilèges, qui paient les hommes de l'État pour leur distribuer ces privilèges. Et puis vous avez les capitalistes qui jouent les pirates et les escrocs et les empoisonneurs d'une manière beaucoup plus ouvertement contraire à la loi. Mais ces pratiques capitalistes-là, ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de connivence, mais qui avait un autre nom à une autre époque, c'était du corporatisme, tout simplement. Les hommes de l'État qui couchent avec les chefs d'entreprise, ça s'appelle du corporatisme. La confusion des intérêts entre les puissants et les riches, c'est du corporatisme. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme de connivence est absolument contraire au principe du capitalisme tel que Marx lui-même les avait définis, comme le respect de la propriété privée. Si vous obtenez un privilège de monopole, si vous obtenez une subvention, si vous obtenez que les hommes de l'État compensent vos pertes, parce que vous avez fait de mauvaises affaires, avec de l'argent volé aux contribuables, ce n'est pas du capitalisme au sens de sa définition de principe. Et les condamnations contemporaines du capitalisme procèdent de la volonté délibérée ou inconsciente, parce que pour un salaud, il y a toujours une vingtaine d'imbéciles, mais la volonté délibérée ou inconsciente de confondre les pratiques actuelles, les pratiques concrètes des affaires, avec le principe de la propriété privée. Bien entendu, la plupart des désordres que l'on doit au concubinage entre les puissants et les riches, ces désordres-là passent par le vol, et par conséquent sont contraires au principe du capitalisme. Je dis ça parce que tout simplement l'amalgame au sens de Ayn Rand, c'est-à-dire l'anti-concept de capitalisme, qui fourre dans le même sac le capitalisme comme principe et le capitalisme comme pratique. Cet amalgame est un produit du marxisme, c'est un produit de la confusion délibérée, de l'emploi délibéré de concepts qui ne veulent rien dire pour exercer un pouvoir. Et ce qui caractérise cet amalgame de nos jours, c'est l'incapacité d'un très grand nombre de gens à l'identifier comme tel. Et il n'y a pas que les marxistes qui fassent cette confusion, qui fassent des confusions de ce genre. L'incapacité générale à identifier les mots qui est un sens, à distinguer les mots qui sont des anticoncepts par amalgame et par implication définie par des traits secondaires, et à les distinguer de concepts qui ont un sens et qui ont une vraie définition. Cette incapacité est générale. Et cette incapacité-là est inséparable de la critique fausse de l'idéologie, qui consiste essentiellement à condamner les moyens de preuve de la philosophie, comme si le fait qu'il y a des fausses philosophies impliquait nécessairement qu'il ne pourrait pas y en avoir de vraies. Alors évidemment, nous autres économistes, nous avons éprouvé à de nombreuses reprises cette disqualification de la philosophie sous prétexte des fausses philosophies, parce que tous les gens qui ne sont pas économistes et que gênent les conclusions de la science économique nous expliquent que l'économie est une fausse science parce qu'il n'y a pas deux économistes qui soient d'accord entre eux. D'abord, du point de vue empirique, c'est pas vrai, parce qu'il n'y a pas d'économistes qui soient protectionnistes. Les gens qui sont protectionnistes et qui se disent économistes ne le sont pas.
Donc c'est pas vrai que les économistes sont c'est empiriquement et historiquement faux que les économistes sont pas d'accord entre eux. Il y a au moins un point sur lequel ils sont d'accord, c'est que le protectionnisme est absurde. Et puis la deuxième raison fondamentale pour laquelle c'est faux, c'est qu'il y a une théorie économique vraie. Tout simplement, que parmi les économistes qui ne sont pas d'accord, il existe des moyens de les départager, et comme nous l'avons découvert au bout d'un certain nombre d'années, pour ma part ça devait bien être une dizaine d'années, ces moyens de preuve sont les moyens de preuve de la philosophie. C'est là qu'on rejoint la critique injustifiée de l'idéologie. L'idéologie étant à ce moment-là confondue avec toute prétention à faire de la philosophie, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de philosophie. Et d'une certaine manière, on retrouve historiquement le reproche que Napoléon Bonaparte faisait aux idéologues, et qui était formellement faux, tout en étant fondamentalement vrai. Qu'est-ce que ça veut dire formellement faux, tout en étant fondamentalement vrai? Napoléon Bonaparte avait taxé les idéologues, enfin ce qu'il appelait les idéologues, c'est-à-dire les amis des studiotraties, d'être des métaphysiciens. Or, des studiotraties, suivant en cela son maître Condillac, rejetaient la métaphysique. Et pourquoi est-ce qu'il la rejetait? Pour de mauvaises raisons. Parce qu'il refusait de reconnaître les moyens de preuve de la philosophie applicables aux questions métaphysiques. Mais comme le disait mon bon maître Claude Tresmontant, il n'y a absolument aucune raison, il n'y a rien dans la nature de la réalité, dans les lois de la logique, qui interdisent de penser dans ces domaines. Il n'y a pas de distinction catégorique entre la philosophie morale, la théorie économique et la métaphysique. Du point de vue des moyens de preuve, ce sont les mêmes. Il s'agit comme disait Ludwig von Mises, qui reconnaissait que la théorie économique, mais ni la philosophie morale, ni la métaphysique. Il s'agit d'avoir des concepts valides et un raisonnement cohérent. Et alors, bien entendu, la première erreur qu'on peut commettre, c'est évidemment de ne pas voir que les moyens de preuve étant applicables dans ces disciplines différentes, il n'y a aucune raison pour que l'une soit valide et les autres pas. Et ça, c'était l'erreur qu'on peut tout à fait opposer non seulement à Ludwig von Mises, mais à Hayek, qui a passé sa vie, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, à nous tenir des arguments de droit naturel tout en refusant de reconnaître que le droit naturel existait. Et de façon assez caractéristique, qui rapporte à ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien Hayek a défini un concept qui est valide, mais sans lui donner une définition correcte, le concept de constructivisme. Comment est-ce qu'il se fait qu'un individu bien formé, y compris au droit et à l'économie, ne puisse pas fournir une définition correcte à un concept valide qu'il a inventé? Eh bien, ça tient justement au fait que l'antiphilosophie contemporaine, c'est-à-dire la dénonciation de la philosophie comme une idéologie, c'est-à-dire, dans cette acception, comme un ensemble de spéculations sans rapport avec la réalité, cette antiphilosophie contemporaine n'a pas permis de former correctement des gens comme Hayek à l'identification des concepts valides et à la découverte de leur définition correcte. Si Hayek n'a pas vu que la définition correcte de son constructivisme n'est pas la surestimation du pouvoir de la raison, mais la négation de la rationalité d'autrui, c'est parce qu'on lui avait pas appris à former correctement des concepts.
On lui avait pas appris, et notamment, c'est sous l'influence du nominalisme qu'on ne lui a pas appris à former des concepts cohérents. Pourquoi est-ce que le nominalisme ne permet pas de former des concepts cohérents? Parce qu'il prétend que le choix des concepts est arbitraire et conventionnel. Et il y a toute une tradition qui a influencé Hayek de penseurs anglo-saxons. Hayek a adopté le nominalisme sous la forme de de l'empirisme. À la Hume, David Hume, penseur de la philosophe, soi-disant philosophe de la fin du XVIIIe siècle, qui ne reconnaissait même pas les lois de l'identité et de la causalité, sans lesquelles malheureusement pour les empiristes, il ne peut même pas y avoir d'expérience qui soit concevable. Car si vous observez un même objet à deux instants successifs, et si vous ne postulez pas que cet objet ne peut pas avoir changé de nature d'un instant à l'autre, eh bien vous pouvez absolument valider aucune observation. De sorte que de ce point de vue-là, l'empirisme est complètement faux. Bien entendu, nous avons déjà cité, nous avons déjà traduit des auteurs qui nous expliquent assez bien pourquoi non seulement l'empirisme est faux, mais pourquoi il sert aujourd'hui de philosophie dominante de la pseudo-démocratie socialiste. Si le socialisme pseudo-démocratique peut encore s'imposer à nous malgré son caractère destructeur, c'est parce qu'il s'est trouvé des alibis. Et l'alibi fondamental du socialisme pseudo-démocratique aujourd'hui, et c'est pour ça que je considère Karl Popper, qui fut un temps mon maître à penser, comme idéologue, au sens courant du terme, de la pseudo-démocratie socialiste, c'est le refus de reconnaître qu'une démonstration logique concluante soit vraie de la réalité. C'est-à-dire qu'elle dise effectivement quelque chose de vrai de la réalité. Ce refus de considérer qu'une démonstration logique concluante nous dise effectivement quelque chose de vrai de la réalité est, pour tous ceux qui ont les yeux en face des trous, réfuté par la simple objection que les lois de l'arithmétique sont applicables à la réalité, que 2 et 2 font bien 4 en toutes circonstances. Mais pour avoir moi-même été dupe de ce genre de sophisme, j'ai pas, pendant une bonne dizaine d'années, comme je l'ai déjà dit, j'ai été incapable de tirer les conséquences philosophiques du fait que 2 et 2 font bien 4 dans la réalité. C'est-à-dire que j'étais prêt à suivre Karl Popper dans son affirmation du fait qu'une démonstration logiquement concluante ne pouvait pas être vraie, n'était pas scientifique. Alors, ce n'est pas, s'il faut en croire Leonard Peikoff, qui est l'héritier spirituel et matériel de Ayn Rand, ce serait cette fausse opposition entre la logique et l'expérience, disqualifiant la logique comme un moyen de connaître le réel, et exaltant l'expérience comme source unique, mais pas concluante, car la méthode expérimentale ne peut pas être définitivement concluante pour connaître ce réel-là. Ce serait Emmanuel Kant, le philosophe du début de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui l'aurait inventé sous le nom de dichotomie analytique-synthétique, et vérité analytique. Ce sont celles qui procèdent du raisonnement logique. Elles ne nous diraient rien de la réalité telle qu'elle est, elle serait un produit de notre pensée. Et les vérités synthétiques seraient celles qui se mélangeraient à l'expérience empirique concrète,
d'où leur nom de synthétique, pour nous dire qu'il y a des choses de la réalité, mais elles ne seraient jamais concluantes parce que une expérience ultérieure pourrait toujours réfuter les généralisations que nous aurions pu établir avec cette idée comme quoi la vision du monde pourrait être bouleversée par la découverte d'un signe noir qui a occupé certains ratiocineurs à une certaine époque. La dichotomie analytique synthétique, comme l'empirisme de Jung, procède de cette incapacité que certains jugent inéluctable à lier, mais qui en réalité procède d'une simple incompétence, à lier les définitions à la réalité. J'ai critiqué Hayek dans sa définition du constructivisme. J'ai affirmé que son concept était valide. Au nom de quoi est-ce que j'affirme que le concept de constructivisme est valide, et au nom de quoi est-ce que je dis que la définition que Hayek en donnait était fausse? Au nom d'une théorie de la formation des concepts, c'est-à-dire de classification dont nous nous servons pour désigner les objets plus ou moins concrets, ou au contraire plus ou moins abstraits par des mots, j'ai lié donc cette capacité à former des concepts à une méthode qui identifie la raison d'être des concepts et la manière de les former à partir des expériences de la réalité. Les concepts se forment en constatant que les objets que nous observons se comportent effectivement de la même façon. Je suis en train de lire un livre qui traite beaucoup de la classification des espèces vivantes et de la manière dont ces classifications se modifient au cours du temps, soit du fait d'observations nouvelles, soit du fait d'interprétations nouvelles, notamment de l'origine des espèces. Tout le monde n'est pas convaincu par les explications disons officielles, celles qui se procèdent de la sélection naturelle et de la mutation aléatoire. Certains pensent que ces explications ne sont pas suffisantes et par conséquent que les classifications qu'on en déduit ne sont pas contraignantes pour l'esprit. Qu'est-ce que nous apprennent ces classifications des espèces vivantes et ces modifications qu'on leur apporte? C'est que les choix de définition ne sont pas arbitraires. On les fonde sur l'observation de la réalité et qu'on a des raisons objectives fondées sur l'observation de renoncer à certaines formes de classement pour en adopter d'autres. Et ces raisons objectives, elles sont effectivement fondées dans la réalité. Donc la classification des espèces vivantes et plus généralement la classification des catégories dans la science expérimentale est un bon exemple de formation des concepts qui n'est pas du tout arbitraire et conventionnel comme l'affirme la tradition nominaliste, mais au contraire objective et fondée sur les lois de la réalité. Alors, c'est en vain que j'ai cherché dans la tradition philosophique réaliste ailleurs que chez Ayn Rand une théorie complète de la formation des concepts. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que évidemment non seulement je n'ai pas subi les apprentissages spécifiques du métier de philosophe ni passé ses diplômes, mais en plus je sais que dans l'université française la tradition philosophique réaliste est réduite à la proportion congrue et quand elle n'est pas carrément réprimée. On a des témoignages, par exemple, si vous écoutez les enregistrements d'Arnaud Dumouche, qui est un philosophe réaliste enseignant en Belgique,
vous pourrez éventuellement en déduire que la tradition philosophique réaliste est tellement mal vue en France qu'on ne peut pas y enseigner si on est un philosophe réaliste, ou alors à titre accidentel comme Claude Tresse-Montant, ou à titre hypocrite, puisqu'il nous enseignait la métaphysique et la théologie sous couleur de nous parler de philosophie médiévale. Donc cela explique que je n'ai pas trouvé jusqu'à présent chez les auteurs de la tradition réaliste, dont les plus grands connus sont Aristote et saint Thomas d'Aquin, l'équivalent de ce que j'ai trouvé chez Ayn Rand, à savoir une théorie de concept qu'elle a exposée dans Introduction à l'épistémologie objectiviste, et ce qui pour moi a été une porte d'entrée à la preuve philosophique expressément identifiable en tant que telle, associée à la notion de contradiction pratique qui permet de lier complètement les faits et les normes, contrairement à l'impossibilité postulée par Hume, et qui est la notion de vol de concept. Donc j'ai pas trouvé ailleurs dans la tradition philosophique réaliste, je n'ai pas trouvé autre chose que ce qu'a écrit Ayn Rand, en fait de théorie complète de la formation et de la validation des concepts, et en fait de vol de concept comme moyen de réfuter les théories qui s'opposent justement à la preuve philosophique en tant que telle. Alors, vous pouvez trouver cette théorie des concepts en cherchant un peu sur Internet, car il y a toujours des problèmes de droit, donc il faut que les liens ne soient pas aussi faciles à trouver que ça. Mais vous pouvez aussi, en lisant le discours de John Galt à la fin de la traduction de Atlas Shrugged, qui s'appelle en français La Grève, trouver toute une série de questions sans réponse que John Galt, le héros principal de Atlas Shrugged, pose aux philosophies que Ayn Rand entend réfuter, en les prenant en flagrant délit de voler les concepts, c'est-à-dire d'utiliser les concepts dont ils ont nié les fondements philosophiques. Alors évidemment, l'exemple que Nathaniel Branden donnait du vol de concept, c'est la formule de Proudhon. La propriété, c'est le vol, en faisant remarquer que la notion de vol n'a aucun sens s'il n'existe aucune propriété légitime. Par conséquent, non seulement l'expression la propriété c'est le vol est contradictoire, mais elle érige le fait qu'il y a une propriété légitime au rang de vérité axiomatique, puisqu'on ne peut absolument pas nier qu'il existe une propriété légitime sans en réalité exercer un droit de propriété que l'on tient soi-même pour légitime, comme l'a montré Hans Hermann Hoppe. Donc la notion de vol de concept permet de valider la preuve logique comme moyen de preuve nécessaire. Et l'épistémologie réaliste, Ayn Rand donne le meilleur exposé que je connaisse dans Introduction à l'épistémologie objectiviste. Voilà les deux manières de valider la preuve philosophique en tant que telle, c'est-à-dire une preuve philosophique qui ne passe pas par la méthode expérimentale, qui ne cherche pas à imaginer une situation qui pourrait réfuter les propositions générales dont il s'agit d'examiner la véracité, et qui ne conclut pas, comme le faisait Karl Popper, qu'à partir du moment où une proposition générale est irréfutable, à partir du moment où on ne peut pas imaginer
soit fausse, alors ça voudrait dire qu'elle n'est pas une proposition scientifique. Bien au contraire, les propositions irréfutables sont des propositions scientifiques. Et la critique que Karl Popper faisait au marxisme, en affirmant soi-disant qu'il était irréfutable, ne traduisait que son incapacité à valider les concepts, justement, à se rendre compte que les concepts de Marx ne cessaient de changer et que par conséquent, ces changements de définition constituaient en eux-mêmes la contradiction qui les réfutait. Donc les lecteurs de Karl Popper qui n'ont pas lu Hans Hermann Hoppe, qui n'ont pas lu Ayn Rand, qui n'ont pas lu Murray Rothbard, grâce à qui finalement j'ai découvert cette tradition philosophique réaliste et la notion d'axiome, de vérité axiomatique, telle que celle de la propriété légitime, eh bien, je les invite à considérer que Karl Popper, s'il jugeait le marxisme irréfutable, c'est parce qu'il n'avait pas pris connaissance des moyens de preuve qu'offre justement la contradiction pratique et le vol de concept. De même, en ce qui concerne les adeptes de l'empirisme, s'ils prennent Hume au sérieux, notamment dans sa disqualification de la philosophie normative, en lisant Hans Hermann Hoppe, ils se rendront compte que toute action, que tout acte que vous accomplissez ou que n'importe qui accomplit, non seulement est un acte, mais affirme implicitement certaines propositions de fait, notamment l'idée sur laquelle l'action aura effectivement un rapport avec un objectif poursuivi, mais en même temps affirme que cet acte est bon, c'est-à-dire qu'il implique une définition du bien, et en même temps il affirme un impératif, c'est-à-dire que lorsque j'agis d'une certaine manière, j'affirme en même temps que je dois le faire, et c'est bien dans l'action, c'est-à-dire dans la praxéologie, que se trouve le lien logique entre les faits, entre les normes, et entre les principes et les résultats de ces principes. En d'autres termes, il existe une philosophie vraie, il existe des moyens de preuve de la philosophie. La plupart des philosophes contemporains ne connaissent pas ou ne reconnaissent pas ces moyens de preuve de la philosophie, mais à partir du moment où vous les aurez adoptés, vous cesserez de croire que toute philosophie est fausse et que toute proposition est dépourvue de validité scientifique sous prétexte qu'elle utilise les moyens de preuve de la philosophie. En d'autres termes, qu'il y a dans la critique des idéologies, dans la critique des propositions philosophiques comme idéologie, à distinguer entre les propositions philosophiques qui sont vraies et les propositions philosophiques qui sont fausses. François Guillaumat, merci beaucoup. S'agissant de cette alternative entre propositions vraies et propositions fausses, je ne peux m'empêcher de penser à Vilfredo Pareto, qui faisait une distinction entre la monnaie vraie et la monnaie fausse. La monnaie vraie est celle qui résulte du libre-échange. À l'opposé, les monnaies fausses résultent de tout ce qui peut contribuer à détruire cette liberté de l'individu. François Guillaumat, merci beaucoup. Chers auditeurs, à une prochaine fois.